vais dire tout à l'heure pourquoi ces images. Ce que je vous propose, c'est d'explorer ensemble cette structure qui est donc constituée de 3 points mathématiques, donc 3 points abstraits, que j'ai représentés par des points rouges, et avec l'information supplémentaire suivante que ces 3 points sont connectés. Voilà. Alors, en fait, donc j'ai résumé ça dans le titre. J'ai donné un nom aux points, on les retrouvera tout à l'heure, A, B et C. Je ne vous dis pas comment j'ai le nom, mais... Et notez tout de même que ce sont des minuscules que j'utilise. Je le précise parce que tout à l'heure, je fais appel à des majuscules pour désigner d'autres choses. Et donc, le titre, voilà, petite promenade dans la structure constituée de 3 points connectés. Et hier, on était sur un télésiège, il y avait plusieurs personnes, il y avait notamment Olivia, et tout à coup, je me suis rendu compte qu'en partant sur 3 points connectés, d'emblée, j'avais peut-être mis la barre un peu haut. Et donc, je me suis dit, ça serait peut-être plus raisonnable de partir de 2 points. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu l'idée d'un autre titre pour l'intervention. Voilà. Et en y réfléchissant bien, je me suis dit que c'était encore un peu ambitieux. Et donc, je me suis dit, on va peut-être partir d'un point. Ce n'est pas connecté. Oh, d'un point connecté. Hein. Bon, voilà, enfin d'un point, en tout cas. D'un point. Et j'ai eu un doute, et d'ailleurs, dans la discussion, c'est venu aussi sur ce télésiège. Peut-être qu'il faudrait partir d'un peu plus simple. Et donc de rien du tout. Voilà. Mais là, j'ai pensé à un autre titre. Petite promenade dans la structure constituée de 0 point. Et je me suis rendu compte que, bien sûr, c'était le cas le plus simple, mais en même temps, ça représente un tel saut dans l'abstraction que c'était peut-être pas le plus judicieux de commencer tout de suite par là. Et donc, finalement, je me suis stabilisé sur ce point-là comme point de départ. Voilà, un point. Et ça, c'est directement lié aux images que vous avez vues en première partie, donc qui sont des représentations d'artistes, comme on dit, vous savez, quand on veut illustrer une scène cosmique, l'atterrissage d'une sonde sur une planète d'un autre système solaire, on fait appel à des vues d'artistes. Donc, ce que vous avez vu en première partie, ce sont des vues d'artistes assistés par intelligence artificielle, mais des vues d'artistes de quoi? De choses abstraites. Et donc, c'était également l'autre idée que j'avais eue comme titre d'intervention, c'était Introduction à la théorie des sites, des faisceaux et des topos. Et puis, finalement, comme on va faire, effectivement, on va évoquer des sites, des faisceaux et des topos, mais qu'on va le faire en partant de choses très simples, en l'occurrence d'un point, eh bien, commençons ici sans trop s'inquiéter. Alors, un point, c'est-à-dire pas seulement un point, mais l'ensemble constitué de cet unique point, c'est ce qu'on appelle un singleton. Et un tel ensemble, qui a un unique élément, a 2 parties. La partie propre, la partie pleine lui-même, pardon, la partie propre, justement, il n'y a pas de partie propre quand il y a un seul point. La partie pleine, lui-même, le singleton, et la partie vide, l'ensemble vide. Donc, vous voyez, il y a déjà, dans ce 1, il y a déjà 2. Hein. Il y a le point lui-même, en tant que partie pleine, et la partie vide, qui est, alors la flèche qui va vers le haut, là, représente l'inclusion de l'ensemble vide dans le singleton.
Je fais l'hypothèse que tout le monde suit à ce stade. Ça va. Remarquez que ce 2-là, il y aurait déjà pas mal à suggérer au niveau du 1, le 1 point, et le 2 qui est là. Parce que le 1 point qui est là, ça correspond, ça va pouvoir s'interpréter comme un point de vue. Et le 2 qui est là, ben, ça correspond à la logique binaire, parce que c'est le 0 et le 1, c'est le faux et le vrai, il y est, il n'y est pas. Donc évidemment, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et j'appelle ça le site des parties connexes. Pourquoi? Parce que ben, le point, comme quelqu'un l'a fait remarquer, il va être connecté. Hein. Donc, c'est une partie connexe. Lui-même est une partie connexe de lui-même. Bon. Et la partie vide, elle est toujours connexe, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Et ces deux parties connexes, l'une étant incluse dans l'autre, constituent ce qu'on appelle un site. Et je ne vais pas vous donner la définition d'un site. D'ailleurs, je crois que je vais vous donner à peu près aucune définition aujourd'hui. Je vais essayer de suggérer des choses. Donc, j'introduis une terminologie. Donc, ce site, c'est non seulement un diagramme, un graphe, un ensemble orienté avec l'ensemble vide, le 0 en bas et le 1 au-dessus, mais c'est aussi une différence dans ce que représente chacun de ces deux ronds que je signale en leur attribuant des couleurs différentes. Donc le rouge sera réservé à ce que j'appellerais des connexes irréductibles, c'est-à-dire dont la connexité est un choix qui ne découle pas d'autre chose. Bon, c'est un peu vague comme définition. Et l'autre, le bleu, ça sera associé à, disons, je vais le dire comme ça pour l'instant, à des choses absentes. Vous voyez, l'idée que le vide soit un peu absent. Bon. Et d'ailleurs, ce site des parties connexes peut être mis en regard ou en quelque sorte en concurrence d'un site beaucoup plus simple, celui des parties connexes irréductibles. Donc là, il y a uniquement le point rouge. Et en fait, ça suffit. C'est-à-dire que ce qu'on peut construire à partir de ces deux sites, ça sera au fond équivalent. Ça sera la même chose parce que ce qui est absent ne va pas, parce que disons, les absents ont toujours tort. Voilà. Donc, quand même, cette notion de faisceau, voilà, qu'est-ce qu'un faisceau d'ensemble, puisqu'il va être question de faisceau d'ensemble, ou je vais dire juste faisceau, ça voudra toujours dire faisceau d'ensemble. Qu'est-ce qu'un faisceau d'ensemble sur un site? Eh bien, c'est une famille d'ensembles, avec un ensemble associé à chaque élément du site. Là, il y a juste un point, donc il y a un seul ensemble. Et puis, il va y avoir aussi, entre ces ensembles, des flèches, en l'occurrence, des applications. Donc, ce sont les applications, vous connaissez la notion d'application d'un ensemble dans un autre. Hein. Et par exemple, la notion de fonction est proche de la notion d'application. Bon. Donc, les ensembles et les applications entre les ensembles constituent ce qu'on appelle une catégorie absolument énorme, et qui a énormément de très bonnes propriétés, d'où sa popularité. Beaucoup de bonnes propriétés, ça veut dire que, par exemple, quand vous avez deux ensembles, vous pouvez faire l'union des ensembles. Quand vous avez deux ensembles, vous pouvez faire l'intersection des ensembles. Quand vous avez deux ensembles, vous pouvez considérer l'ensemble des applications du premier vers le second. Quand vous avez un ensemble, vous pouvez considérer l'ensemble des parties de cet ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de ces sous-ensembles. Donc, vous voyez, c'est un langage extrêmement stable qui permet de construire énormément de choses. Et cette catégorie des ensembles, qui est le premier des topos, c'est ce qu'on appelle un topos, hein, donc le topos des ensembles. Le mot topos renvoyant à l'idée que ça forme un univers dans lequel, effectivement, il est possible de faire énormément de choses. Ce topos qui, d'une certaine façon, contient toutes les mathématiques, en un sens, parce qu'on pourrait imaginer plonger toutes les mathématiques dans le langage des ensembles, dans la catégorie des ensembles, dans le topos des ensembles. Donc, ce topos qui, d'une certaine façon, contient toutes les mathématiques, en quelque sorte, pousse à partir de ce seul point de vue. Bon. C'est-à-dire que on va effectivement regarder ce qu'on peut faire pousser comme faisceau d'ensemble sur les sites. Et à chaque fois qu'on aura un site, il y aura la catégorie des faisceaux d'ensemble sur ces sites qui à chaque fois donnera un topos. Celui-là, c'est le topos des ensembles, c'est le plus simple. C'est presque le plus simple des topos. On aurait pu partir de l'autre site qui lui est équivalent. Alors techniquement, le terme, c'est Morita équivalent, du nom
mathématicien japonais qui s'est occupé de tout à fait autre chose. Mais finalement, si on part du site des connexes, eh bien, on obtient exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a en plus une flèche de restriction de l'ensemble A vers un singleton. Ça, il y a une seule possibilité pour n'importe quel ensemble. Il y a une seule application vers un singleton. Donc, ça n'apporte aucune information supplémentaire. Ce donné A, c'est équivalent à ce donné ce schéma-là. Ce donné ce schéma-là est équivalent, contient ni plus ni moins d'informations que de ce donné A. Et donc, en réalité, on utilise un site ou un autre qui lui est Morita équivalent, on obtient le même topos. Et en l'occurrence, on peut oublier le point absent. Bien. Alors, je reviens juste sur le cas de 0 point. Dans le cas de 0 point, eh bien, on peut le représenter par un site qui aurait un point, mais un point absent. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un seul faisceau, c'est le singleton. C'est un singleton. C'est-à-dire que là, j'ai failli dire tout à l'heure que le topos des ensembles était le plus simple des topos. En réalité, il y a encore plus simple. Il porte un nom qui est très explicite. On l'appelle le topos dégénéré. Dedans, il n'y a que ça. Alors, vous pouvez faire toutes les opérations. Par exemple, l'union de ça avec ça donne encore ça. L'intersection de ça avec ça donne ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Donc, c'est complètement dégénéré. Chaque topos correspond à un mode de pensée. Donc, voilà, il faut voir si on trouve des exemples de ça. Ça correspondrait à 0 point de vue. Quoi. Voilà. Je vais venir maintenant à 2 points connectés. Ici, il y a un site des connexes irréductibles qui comporte donc les 2 points, et qui sont chacun des points bas qui sont connexes. Et puis, il y a un autre connexe qui est l'ensemble des 2 points. L'ensemble des 2 points est un troisième connexe. Il y aurait un quatrième connexe, je ne l'ai pas mis là, il faudrait le mettre en bleu, c'est la partie vide. Et là-dessus, sur ce site-là, eh bien, on va faire pousser des faisceaux d'ensemble. Les flèches vont dans l'autre sens parce que là où il y a inclusion d'une partie dans quelque chose de plus vaste, au niveau des faisceaux et donc des applications entre ensembles, il y aura une application de restriction. Pensez à un ensemble de fonctions. Pensez à un ensemble de... imaginez que A est un ensemble, par exemple, de nombres réels. B est un autre ensemble de nombres réels. C'est vraiment un exemple parmi l'infinité d'exemples possibles. Et imaginez que D, ce soit un ensemble de fonctions définies sur le segment de droite qui relie les 2 points là-haut. Vous voyez qu'une telle fonction a une valeur à gauche, qui va être sa restriction ici à A, et une telle fonction qui appartient à D et qui est définie sur le segment prend une valeur à droite. C'est ce qu'on peut appeler sa restriction sur le point qui est à droite. Donc, vous voyez, l'inclusion ici qui ordonne le site donne lieu au niveau des faisceaux à des applications de restriction, simplement, sur qui sont une notion finalement assez naturelle. Si j'avais mis en 4e point en bleu le vide, au niveau des faisceaux, il y aurait un singleton, et la restriction, c'est simplement l'unique application vers singleton. Ça n'apporte aucune information supplémentaire. Et ça correspond aussi au fait que, pourquoi ce singleton, il y a une seule application du vide vers quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle l'injection canonique du vide dans un ensemble. C'est l'unique application qui va du vide. Mais vous voyez que dès qu'on touche au vide et tout ça, c'est un peu plus abstrait. Mais ça se fait très bien, aussi bien que factoriel 0 égale 1 ou que x puissance 0 égale 1, ou ce genre de choses. Voilà. 2 points non connectés donnent lieu à un site, le site des connexes irréductibles, et un faisceau d'ensemble, à ce moment-là, c'est un couple d'ensemble, AB. Le topos qui fleurit sur la donnée de 2 points non connectés, c'est le topos des couples d'ensemble. Tout est dédoublé. Un objet, c'est un couple d'ensemble. Une flèche, c'est un couple d'applications. Vous avez un couple de parties d'un couple, de même que vous avez l'ensemble des parties d'un ensemble.
ben, vous avez l'objet des sous-objets d'un objet. Et ici, les objets, c'est des couples, tout est dédoublé. Donc, c'est une espèce de vision en double de la théorie des ensembles. Mais si on veut maintenant comparer cette construction à celle qui est apparue pour deux points connectés, on peut faire apparaître quelque chose qui n'est plus inconnexe, mais qui est l'ensemble des deux points. Et cet ensemble des deux points, alors je le mets en vert, je réserve cette couleur pour ce qui n'est pas connexe. Ce qui se passe au niveau de l'ensemble des deux points, ben, c'est juste finalement le produit, ça sera le produit cartésien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas davantage d'informations. Si vous avez A et que vous avez B, vous avez le produit cartésien. Vous avez les applications de restriction, effectivement, qui sont le premier terme du couple et le second terme du couple. Mais c'est un autre site qui est équivalent au premier. Et vous voyez, il y a une certaine flexibilité dans les sites grâce à cette notion d'équivalence de Morita qui permet de comparer des structures qui se présentent a priori de façon différente, mais qui là représentent toutes la même chose, à savoir deux points non connectés. Donc vous voyez la différence entre deux points connectés et deux points non connectés au niveau de leur site. Et donc là, au niveau des topos, c'est-à-dire que le fait que ce connexe soit irréductible, eh bien, ça fait que là, il y a toute liberté de choisir un ensemble absolument quelconque, alors que là-bas, c'est forcément A3B. Hein, absolument quelconque, sauf si, par exemple, A est vide, bah, D sera forcément vide. Parce que sinon, il n'y aurait pas d'application de D vers. Bon, il y a une chose que je voudrais vous rappeler à ce stade, c'est qu'en fait, je fais référence à des notions qui sont très complexes et élaborées, mais on ne parle toujours que de un ou deux points connectés ou pas connectés. Et donc, nous allons maintenant aborder la question des trois points connectés. Il peut y avoir des redondances entre les deux. Oui, tout est possible. Enfin, tout est possible dans la limite du possible. Par exemple, comme je disais, si l'ensemble A est vide, l'ensemble D est forcément vide. Sinon, il n'y aurait pas d'application de D vers. Mais à part ce type de restriction, là, voilà, il n'y a pas de restriction, de même que quand on parle de la catégorie des ensembles, ça inclut toutes sortes d'ensembles, et notamment, pour tout ensemble, l'ensemble des parties de cet ensemble, avec le premier qui peut s'injecter dans le second, mais le second qui ne peut pas s'injecter dans le premier, de sorte que si le premier a par exemple un cardinal infini, bien le second, l'ensemble de ces parties aura un cardinal infini strictement supérieur à l'infini dont on est parti, et comme on peut recommencer, ça veut dire qu'il y a une infinité d'infinis, etc. Et ça, c'est vrai dans n'importe quel topos, sauf le topos dégénéré, où évidemment, il n'y a rien de tout ça. Alors, ici, j'ai représenté l'ensemble des parties d'un ensemble de trois points. Donc, on a dit qu'on notait A, B et C les trois points. Et là, j'ai représenté toutes les parties. Le singleton A, le singleton B, le singleton C, la paire AB, c'est-à-dire l'ensemble des deux éléments A et B, la paire AC, la paire BC, l'ensemble des trois points ABC et la partie vide. Notez que les traits là correspondent aux relations d'inclusion. Bon, donc il y aura des applications de restriction au niveau des faisceaux dans l'autre sens. Ça peut avoir des. Là, ça se lit de bas en haut, le long de ces traits, c'est des relations d'inclusion. Donc le vide est inclus dans n'importe quelle autre partie. Par transition. Par transitivité. Voilà, je n'ai mis que les relations d'inclusion élémentaires. Par transitivité, voilà, par exemple, C est inclus dans ABC via BC ou via AC. Voilà. Effectivement, c'est une relation d'ordre. Alors, ce n'est pas simplement l'ensemble des parties de mes trois points ABC, c'est aussi l'ensemble des parties connexes, puisque toutes les parties sont connexes. Et ce n'est pas seulement l'ensemble des parties ou l'ensemble des parties connexes, c'est aussi un site, ce que je signale, sans donner la définition, en donnant une couleur différente à chaque point. Celui d'en bas, je l'ai mis en bleu parce qu'il est absent. Tous les autres sont en rouge parce qu'ils sont irréductibles, ils sont génériques. Alors, il y a les singletons
oui. Mais les paires aussi, parce que les paires sont connexes du fait d'avoir décidé qu'elles l'étaient. Ce n'est pas la connexité de, par exemple, le fait que A et B soient connectés et que A et C soient connectés n'implique pas que B et C devaient l'être. B et C est connecté parce qu'on a choisi qu'il le soit. Par contre, l'ensemble des 3 points ABC est connexe parce que vous voyez que, oui, c'est-à-dire il est d'un seul tenant, parce que comme A est connecté à B et que B est connecté à C, finalement, l'ensemble des trois, disons de proche en proche, hein, ce qu'on apprend, apprend dans les graphes, la notion de connexité dans les graphes, telle que l'enseignait Henri Vesser en 1995. Et en 96, c'était moi. Ce qui a joué un rôle, parce que comme Christophe l'a rappelé hier, effectivement, Besser traitait ce sujet de la connexité dans les graphes, et du coup, au cours d'une partie de cours, j'ai fait le rapprochement avec la connexité dans les espaces topologiques. C'est là où je me suis rendu compte que ce n'était pas la même chose et que donc ça méritait un traitement commun. Donc, merci, voilà, hommage à Henri Vesser. Donc, ce n'est pas seulement un ensemble ordonné, c'est un site. Il y a un point encore d'une nouvelle couleur, orange, qui n'est pas générique. En fait, si on voulait se limiter à ce que j'appelle le graphe générique, constitué uniquement des connexes irréductibles, c'est uniquement cette partie-là. Il n'y a pas besoin de mettre le vide parce que bon, il est absent et qu'il est toujours connexe, et voilà. Il n'y a pas besoin, dans le graphe générique, de considérer l'ensemble des trois, parce que la connexité des trois est une conséquence de ce qui est déjà connexe, par exemple, AB et BC étant connexes, ABC est connexe. Et sur un tel site, alors, ils vont être Morita équivalents, ces deux sites. Celui-ci ne comporte que des points génériques, celui-ci en comporte d'autres, mais le fait d'être d'une certaine façon réductible aux autres, ça les oblige à quelque chose. Pour explorer, pour se promener dans la structure constituée de 3 points connectés, ce que je propose, c'est de regarder les sous-espaces de ça. En fait, on a commencé. Les sous-espaces qu'on a déjà vus avant celui-ci, donc jusque-là, s'appellent les sous-espaces cartésiens. Les 3 points connectés, 2 points connectés, 1 point, et le vide, ce sont ce qu'on appelle les sous-espaces cartésiens. On en a vu un autre, c'est 2 points non connectés. Et puis, bien sûr, il y en a quelques autres, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a celui-ci. Alors, à rotation près, si vous voulez. Hein. Bon. Mais voilà, intrinsèquement, il y a celui-ci, il y a celui-là, voilà un autre sous-espace. Alors on peut détailler un petit peu, par exemple pour celui-là, le site, si on veut construire le site sur toutes les parties, pas seulement les parties connexes, vous voyez, ben, il y a plusieurs parties qui sont mises en vert parce qu'elles sont non connexes. C'est ici ce point vert correspond à un côté qui n'est pas tracé, donc les 2 points concernés ne sont pas connectés. J'ai pu faire une rotation sur les lettres ABC, hein, un peu comme on fait avec le nom des escaliers et là, pareil, ça correspond à l'autre paire de points non connectés. Hein. Et puis l'ensemble des 3 n'est pas connecté non plus. Donc ceux-là sont en vert, ce qui veut dire que dans la définition des faisceaux, ils ne vont pas vont se plier à la conséquence du fait qu'ils sont engendrés par les autres ou que leur situation est générée par les autres, mais l'information vraiment pertinente, elle est portée par les connexes irréductibles qui forment ici un graphe générique. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de relation d'inclusion entre ces 2 points, ce qui fait qu'en fait, celui-ci se retrouve là, et ces 2-là sont connectés par celui-ci. Et voilà, 3 points non connectés. Voilà le site associé. Je pense que vous commencez à identifier la couleur bleue, ça c'est ce qui est absent. La couleur rouge, c'est ce qui compte. La couleur verte, c'est ce qui n'est pas connexe et mais dont la position résulte du reste. Et ce qui est orange, ça va être connexe, mais ce n'est pas des connexes irréductibles. Leur connexité va découler aussi du reste. Donc,
je ne donnerai pas plus que ces couleurs pour suggérer ce qui est en jeu au niveau des sites. Bon, alors maintenant, si on revient ici, on n'a pas encore vu tous les sous-espaces, hein, parce qu'on peut se limiter à 2 points. Pour l'instant, j'ai regardé les sous-espaces à 3 points, en retirant des arêtes. Voilà, on peut aussi considérer juste 2 points, comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc tout à l'heure, je l'ai mentionné, mais je ne l'avais pas dessiné, le point bleu, j'avais dit qu'on pouvait s'en passer, et on avait ce schéma-là. Mais on peut comparer ce schéma-là au schéma déjà fait, au site déjà fait. Ça, c'est la flexibilité des sites grâce à l'équivalence de Morita. Et on arrive à un tournant important dans cet exposé. Regardez bien, je vais vous montrer. Ah, c'est-à-dire que je peux introduire en quelque sorte virtuellement un 3e point, mais en décidant qu'il soit absent. Donc, voilà, il y a un point supplémentaire, mais qui est absent. Et en fait, là, vous ne voyez pas bien. Je ne sais pas si j'ai fait un zoom après. Je n'ai pas fait un zoom. Je peux peut-être le faire ici. Comme sinon, non, ça ne marche pas. Bon. On y reviendra. Mais dans cette région-là, vous voyez, ici, il y a un petit rond qu'on voit à peine. Et c'est le point absent. Ah oui, on voit. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu comme la lune cendrée, vous voyez, on voit à peine, mais elle est là. Et du coup, je ne veux pas le justifier entièrement, mais quand vous considérez l'ensemble des 3 points, dont le point absent, ben, il est plus connexe parce qu'il comporte d'une part les 2 points connectés, puis d'autre part un point absent. Et ben, on peut faire ça pour d'autres parties, comme par exemple juste 2 points. Hein, on extrait 2 points de nos 3 points connectés. Ou même un seul point. Là, il y a 2 points. Et là, il y a un seul point. Bon, évidemment, c'est une façon un peu compliquée de voir un point, de dire, ben, mais il est Morita, un seul point, la donnée d'un seul point est équivalent au sens de Morita à la donnée de ce site. Et donc, effectivement, les faisceaux qu'il va y avoir sur ce site, on va en reparler dans un moment, sont les mêmes, c'est-à-dire ça va être simplement les ensembles. Bon. Ouais, très bien. Les traits verts, ça correspond à des choses que là, on ne peut pas voir, mais qui sortent du champ. Voilà. Au niveau 2. Voilà. Et ça, c'est une façon un peu compliquée de voir rien. Donc, si vous ne voyez plus rien, c'est que vous êtes en plein dans le sujet, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ce site-là est équivalent au site vide. Il va donner lieu au topos dégénéré. Là, tout est absent. Bon, alors repartons d'ici et juste combien de temps il me reste parce qu'on a démarré tard. 3 heures. Il reste 3 heures environ. Ok, super. 20 minutes. On va déborder un tout petit peu parce qu'on a commencé. Hein, ouais. Il me reste une demi-heure. Si vous tenez, ce n'est pas trop chaud. Donc, repartons de là. On va un petit peu regarder un peu plus près cette notion de faisceau. Donc, un faisceau là-dessus, donc un faisceau d'ensemble là-dessus, ça consiste à associer un ensemble à chacun des points et des applications de restriction que j'ai notées comme ça, et DA, l'application de restriction de T vers A. Eh bien, je la note DA. Bon, c'est pas génial, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus simple typographiquement dans l'environnement dans lequel je travaillais. Vous pouvez imaginer sur le triangle de départ que les arêtes ne sont pas simplement l'indication symbolique de connexion entre les points, mais sont de vrais segments sur lesquels on peut définir des fonctions, comme je l'avais évoqué tout à l'heure avec 2 points. Imaginez que vous ayez une fonction, enfin plutôt un ensemble de fonctions définies sur chacun des segments. Vous avez à ce moment-là une restriction. Quand je dis segment, c'est segment fermé avec les 2 extrémités. Donc vous avez une application de restriction de l'ensemble
D, si vous voulez, qui est un ensemble d'applications sur, mettons, sur le segment qui joint A et B. À chacune de ces applications, vous pouvez associer sa restriction au point A, qui est simplement sa valeur au point A. Ça vous donne cette application qui a tout élément, c'est-à-dire à toute application appartenant à D, associe la valeur au point petit a de cette application. Donc, voilà une application de restriction. Et vous avez d'autres applications de restriction qui sont, voilà, vous avez 6 applications de restriction. Alors, là, j'ai défini un faisceau sur le site donné uniquement par les points génériques, par les connexes irréductibles. Bon, en fait, on peut considérer les faisceaux sur le site qui est là, qui lui est équivalent. Donc, voilà comment on fait. On choisit des ensembles. Donc, on peut prendre n'importe quel ensemble sans restriction. Et qu'est-ce qu'il va y avoir tout en haut, au niveau orange? Il va y avoir l'ensemble des applications définies sur tout le triangle, c'est-à-dire sur les 3 sommets, sur les 3 arêtes, et qui s'obtiennent en recollant des applications qui appartiennent respectivement à D, à E et à F à partir du moment où elles sont compatibles entre elles. Pour pouvoir les recoller, il faut que leurs restrictions sur les différents sommets soient les mêmes. Si vous avez une application sur un segment, une application sur un autre segment, et que ces 2 applications prennent la même valeur au sommet commun, vous pouvez les recoller pour avoir une application sur ce qui est en surplomb. Et donc, ça s'exprime mathématiquement avec la notion de produit fibré. C'est ce qu'on appelle le produit fibré de D, croix E, croix F. Ça, c'est un produit cartésien, mais au-dessus de A, B et C, c'est une partie du produit cartésien constituée des triplets d'applications qui sont compatibles les mêmes valeurs dans les restrictions. Bon, peu importe l'aspect technique du produit fibré, mais la notion de produit fibré, c'est voilà, une notion catégorique tout à fait fondamentale. Et bien sûr, pour le point absent, c'est toujours le singleton. Et donc, la catégorie de tous les objets qui sont définis de cette façon-là est exactement équivalente à la donnée des A, B, C, D, E et F avec les applications de restriction, parce que de toute façon, sur le point bleu, il n'y a pas le choix, c'est forcément le singleton, et sur le point orange tout en haut, il n'y a pas le choix, ça découle entièrement de ce qui se passe au niveau des points rouges. Donc l'information est la même. Voilà. Alors ça, c'est donc qu'on obtient la classe de tous ces faisceaux avec entre elles des flèches qui sont en quelque sorte des faisceaux de flèches, disons, avec des contraintes de cohérence. Tout ça, ça forme, on pourrait dire, le topos du triangle connectif dans lequel chacun des 3 sommets représente un point de vue, mais dans lequel les relations entre les sommets sont également porteuses d'une certaine façon, enfin d'une connexion entre les points de vue. J'ouvre une parenthèse, et c'est un peu ce que j'avais aussi essayé de suggérer tout à l'heure avec les images d'avant l'exposé, c'est que tout topos est porteur d'une logique qui lui est propre et qui fonctionne à partir de la manière dont les sous-objets sont définis. Donc, le topos des ensembles a une logique qui est la logique binaire, qui vient du fait que quand vous avez un singleton, eh bien, il a 2 parties, la partie vide, la partie pleine, le 0 et le 1. Le vrai, le faux, c'est la logique binaire classique de la théorie des ensembles, des mathématiques classiques qui peuvent s'interpréter dans la théorie des ensembles. Et maintenant, quand on multiplie les points dans les sites, ça revient à multiplier les points de vue, ça complexifie la logique du topos sous-jacent. Tout topos est porteur d'une logique qui est notamment définie par la façon dont les sous-objets peuvent être classifiés. Alors, ici, j'ai repris ça. Ah oui, j'ai changé là le nom. Bon, j'évoquerai tout à l'heure l'appellation pourquoi 133. En fait, je peux vous dire le 33 déjà, c'est parce qu'il y a 3 sommets et 3 arêtes.
Le 132, donc le 1 de 132, je l'expliquerai après. Mais 32, c'est parce qu'il y a 3 sommets dans ce que je vais considérer maintenant et seulement 2 arêtes. En fait, c'est ce que j'ai commencé à considérer ici. Il va s'agir de ça. Et donc là, une troisième façon, en fait, il y en a déjà eu 2, de voir les sous-objets. Il y a les sous-objets en tant que tels, hein, c'est-à-dire ce que j'ai dessiné ici. Voilà, c'est un sous-espace du triangle de départ. Il y a les sites. Et puis là, j'ai gardé le même site que le site de départ. Par contre, je considère un faisceau particulier, donc un faisceau d'ensemble. Sur chaque point, alors ici, c'est forcément le singleton en bas, sur le point absent. Et sur les autres, je considère aussi le singleton, mais la disparition d'une arête est marquée ici par le fait d'inscrire l'ensemble vide. Et alors au-dessus, c'est forcément l'ensemble vide aussi, parce qu'au-dessus de l'ensemble vide, c'est forcément l'ensemble vide. Donc ça, c'est une façon de coder ce sous-espace, celui qui est obtenu juste en retirant une relation de connexion, juste une arête. Alors ça, techniquement, ça va s'appeler un sous-faisceau du faisceau terminal. Voilà. Alors le faisceau terminal, c'est très simple, c'est le faisceau pour lequel tous les ensembles considérés sont le singleton. Il y a des raisons profondes pour lesquelles on l'appelle le faisceau terminal, hein, l'objet terminal. Comme j'ai un temps limité, bon, voilà, sachez qu'il y a un objet initial, on l'obtient en mettant l'ensemble vide partout. Et il y a un objet terminal, on l'obtient en mettant le singleton ou un singleton partout. Et entre les deux, il y a toute la richesse possible, y compris évidemment des faisceaux infinis, etc. Ça, c'est une façon de coder ce sous-espace, mais il y a une autre façon, c'est de considérer le site de ce sous-espace. Alors, vous voyez, donc il y a 3 façons de considérer un sous-espace. Là, le site, on peut voir les faisceaux là-dessus. Au niveau du point vert, il n'y a pas davantage d'informations qu'il n'y en avait en A et en C. C'est juste le produit cartésien, le fait que les points A et C ne soient pas connectés. Ça fait que vous savez ce qui se passe au niveau de l'ensemble des deux, dès que vous savez ce qui se passe au niveau de A et au niveau de C. Il n'y a pas besoin d'avoir des informations supplémentaires du fait qu'ils justement, ils ne sont pas connectés. Et au-dessus, là, c'est l'ensemble des 3. Il est connexe, donc il n'est pas en vert, il est en orange. Mais ce qui s'y passe, en fait, découle entièrement de D et F. Donc, c'est le produit fibré de D3F au-dessus de B. Voilà. Mais vous voyez, ça devient assez subtil parce que, par exemple, le sous-faisceau du faisceau terminal, qui est représenté à gauche sur le site des 3 points connectés, n'est pas un faisceau pour le site de droite. Vous voyez que depuis le début de l'exposé, on a quand même, mine de rien, fait pas mal de choses. Voilà 3 façons de voir ce sous-espace des 3 points connectés. Bon, alors on peut faire la même chose avec ça. Il va y avoir un sous-faisceau du faisceau terminal, voilà, qui est comme ça, avec, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ici on a mis le vide et le vide. Et puis, il y a ça qui exprime la connexion de ces 2 points, et celui-ci qui est le 3e point, et voilà. Mais il y a aussi un site qui a cette apparence-là. Et voilà pour cette sous-structure. On est presque au bout parce qu'il n'y a pas tellement de sous-espace du triangle connectif. Hein. Il va y avoir quoi encore? Il va y avoir ça, 3 points non connectés. Il va y avoir ça, c'est la même chose, c'est 3 points non connectés. Il va y avoir 2 points connectés, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Il va y avoir 2, voilà, ça j'ai déjà dit, 2 points connectés. Il va y avoir 2 points non connectés. Donc, soit on le code comme sous-faisceau du faisceau terminal sur le site de départ, soit on le code comme ça, avec son propre site. Alors, le site
comment dire, des connexes irréductibles, le graphe générique, c'est uniquement 2 points. On l'a vu tout à l'heure, mais on peut le plonger là-dedans, avec un point absent. Celui-ci, il est toujours absent. Et au-dessus, c'est pas connexe. Et au niveau des faisceaux, ça va découler de ce qui se passe simplement au niveau de chacun des 2 points non connectés. Et ça, c'est pour un seul point. Si vous regardez bien, vous verrez 2 points à peine visibles qui sont les 2 points absents. Bon, et ça, c'est pour le vide complet, pour rien, comme j'ai entendu dire sur les pistes cet après-midi. C'est pour rien. Voilà. Donc, on peut soit en mettant des zéros partout, sauf ici, parce que là, on n'a pas le choix. Au niveau du vide, il y a forcément le singleton 1. Ça ne change pas. Soit on annule tout, quoi, voilà, et ça donne un site qui est équivalent au site vide. Voilà donc ce qu'on a vu comme sous-espaces qui correspondent à des sous-faisceaux du faisceau terminal. Mais en fait, il y a d'autres sous-espaces. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai fait un exposé différent, mais un peu sur le même thème, à des collègues qui connaissent tout ça, les topos, bien sûr les catégories, parce que les topos sont des catégories particulières, les faisceaux, les sites sur lesquels il y a des faisceaux, et les topos qui sont les catégories de faisceaux sur les sites. Donc ils connaissent tout ça très bien. Et en plus, ils connaissent les espaces connectifs, parce que je leur en parle depuis un bon moment, comme je en parle aussi depuis un moment. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait d'autres sous-espaces que cela. Ah, bon, on retire une arête, on en retire 2, on en retire 3, on retire un point, ok. Quoi d'autre? Ah non, non, l'idée c'est, on va dire que explorer, c'est aller visiter ce qu'il y a dedans. Donc on regarde les sous-espaces. Donc on ne va pas rajouter. Hein? Le vide, il est là, mais il est vide, il reste vide. On rajoute rien. On peut retirer, on ne peut pas rajouter. Et bien, voilà le. Et oui, bien sûr, le borroméen. Ah. 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 Donc, il n'est pas du tout olympique. Il n'est pas du tout olympique. Il est vraiment borroméen au sens de l'alliance des familles de l'île Borromée sur le lac majeur, c'est-à-dire les 3 tiennent ensemble, 2 à 2, elles sont libres. Qu'une se défasse, les 2 autres se défont. Donc, je le représente de plusieurs façons. Donc, ce qui est connexe, c'est l'ensemble des 3 points, et puis chacun des points. Mais il n'y a pas d'autre connexe. Enfin, et puis le vide, bien sûr, qui est toujours connexe. Donc, on peut. J'ai représenté ça comme ça, avec, au lieu de. Là, je ne peux pas utiliser une arête. Donc, j'ai tracé un cercle au milieu, hein, vous voyez, en haut à droite de la carte, pour exprimer le fait que les 3 points sont globalement connectés, mais pas 2 à 2. Et à gauche, en bas à gauche, j'ai mis un petit nœud borroméen. Donc, voilà, vous connaissez l'histoire, on coupe un des 3, n'importe lequel, les 2 autres se défont, puisque le rouge et le vert ne sont pas attachés, vu que le vert est toujours au-dessus du rouge. Le vert et le bleu ne sont pas attachés, puisque le bleu est toujours au-dessus du vert, et le rouge et le bleu ne sont pas attachés, puisque le rouge est toujours au-dessus du bleu. Et donc, voilà, c'est la structure borroméenne que je représente de cette façon. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Celui-ci, par exemple, il est tout à fait sympathique. Vous avez 2 points qui sont connectés, ce qui est représenté ici. Vous avez un 3e point qui est globalement connecté aux 2 autres, c'est-à-dire que l'ensemble des 3 est un connexe irréductible, mais par contre, les autres paires ne sont pas connexes. Et celui-ci aussi, comme, bon, ça c'est le fameux théorème de Brunner-Caneno-Buck, qui dit que toute structure connective finie est représentable par un entrelac. Donc ici, si vous regardez bien, ce sera plus facile comme ça,
vous voyez que ici, le bleu et le vert sont attachés l'un à l'autre. Par contre, le bleu et l'orange ne sont pas attachés l'un à l'autre. Et le vert et l'orange ne sont pas attachés l'un à l'autre, hein, puisque le vert passe toujours au-dessus du orange, donc il n'est pas attaché. Et le bleu passe toujours en dessous du orange, donc ils ne sont pas attachés au orange. Par contre, le orange est globalement attaché aux deux autres. Voilà. Alors, ça, cette structure connective-là, c'est le premier exemple que l'on voit depuis le début d'une structure qui donne un graphe générique de hauteur 2. Alors, c'est ça le premier chiffre dans la classification. Jusqu'à présent, il y avait des 1, des 0. Mais là, pour la première fois, il y a un 2 qui est la hauteur du graphe générique. Voilà. Donc, et le plus devant, c'est pour dire qu'il y a une connexion de type borromien, c'est-à-dire globalement, ensemble. Et voilà. Donc, comme ça, je vais numéroter toutes les possibilités. Seulement, alors, ce qui s'est passé, c'est que, mine de rien, j'ai introduit à un moment. Donc, pour l'instant, on a vu à peu près tous les sous-espaces. On a vu tous les sous-espaces, disons, classiques pour 3 points connectés. Seulement, je l'ai introduit dans la bergerie, mine de rien, un moment avec cette histoire de points absents. Parce que si un point peut s'absenter, ça va faire de nouveaux sous-espaces. Et l'interprétation de ça en termes de connexité, c'est de considérer des points non connexes. Cette notion de point non connexe, elle s'est imposée à moi à un certain moment lorsque je me suis posé la question, par exemple, de l'espace connectif des parties d'un espace. Or, dans les parties d'un espace connectif, et dans les parties d'un espace connectif, il y a des parties connexes et des parties non connexes. Mais si je considère l'espace connectif des parties, ça veut dire que ce qui va être les points de cet espace connectif des parties sont des parties de l'espace connectif. Mais ces parties peuvent ne pas être connexes. Ça veut dire que je devrais pouvoir considérer des points non connexes d'un point de vue théorique pour avoir un langage cohérent. Et donc, ce choix-là est conforté par différentes raisons, et notamment, vous voyez apparaître ici la notion de points non connexes via les points absents, parce que on va pouvoir maintenant faire apparaître. Alors, celui-ci, on l'avait déjà vu. Vous avez à gauche le site, à droite le graphe générique, mais celui-ci, on ne l'avait pas encore vu. Et ce qui se passe là, c'est un peu particulier parce qu'il y a un point dont on décide qu'il va être un point non connexe, mais auquel vont pouvoir se connecter des points connexes. On a maintenant 2 sortes de points, les points connexes et les points non connexes. Et un point connexe et un point non connexe peuvent être connectés. Et c'est ce qui se passe ici. Vous avez 2 points connexes connectés entre eux, chacun d'eux étant connecté à un point non connexe. Voilà le graphe générique correspondant. Vous avez effectivement 3 arêtes, donc il y a 3 points au niveau au deuxième étage, hein, mais il n'y a que 2 points connexes irréductibles. C'est aussi pourquoi tout à l'heure, quand tu as dit Clémentine, point connecté, voilà, je fais comme si de rien n'était, mais on préparait le terrain. Bien, et alors maintenant, et du coup, il va y avoir effectivement toutes sortes de possibilités. Et là, vous avez les différentes possibilités avec 5 points génériques. Maintenant, il y a pas mal de possibilités avec 4 points génériques, y compris des structures de niveau 2. Alors, par exemple, celle-ci, qui est obtenue en connectant un point non connexe à 2 points connexes connectés entre eux. Et ça donne un graphe de hauteur 2, comme ceci. À gauche, le site. Et puis, voilà un autre exemple. Non, c'est le même exemple. Voilà. Voilà maintenant
toujours le même exemple. En fait, voilà ici un autre exemple. Vous avez un point connexe connecté à un point non connexe et un autre point qui est connexe, qui est globalement connecté aux deux premiers. Vous voyez qu'évidemment, ça va multiplier le nombre de sous-structures auxquelles on n'aurait jamais pensé en s'interrogeant simplement sur... Parce que ce que j'ai trouvé drôle, c'est évidemment, c'est de se dire exploration de 3 points connectés. On se dit, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, a priori. C'était ça, la blague. Hein. Donc, voilà, je passe sur tous ces exemples et je termine ainsi mon exposé en vous montrant qu'il y a vraiment évidemment beaucoup de cas, y compris. Alors, peut-être quand même ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu, des structures qui peuvent être représentées par des sites différents, qui donnent lieu au même graphe générique. C'est intéressant, par exemple, de voir que par exemple, cette structure qu'on a considérée depuis le début, on peut non seulement la représenter par 2 points connexes connectés par un segment, mais on peut aussi le voir comme 2 points auxquels se connecte globalement un 3e point non connexe. Donc, c'est cette situation-là. Mais ça, c'est Morita équivalent à ça, simplement. Il suffit de regarder les points rouges pour le voir, en quelque sorte. Et même au niveau d'un seul... voilà, donc ça, c'est ce que je venais de décrire. Ça, c'est encore une 3e possibilité pour le même type de structure, c'est-à-dire 2 points non connexes connectés entre eux et globalement connectés à un point connexe. Ça donne quoi? Ça donne... le premier point, c'est celui-là. Le 2e point, c'est la connexion entre les 2 points non connexes. Et la connexion entre ces 2 points, c'est la connexion de type broméenne. Et même sur un seul point, bon là par exemple c'est 2 points, mais même sur un seul point, on peut voir que ça peut être représenté de plusieurs façons différentes. Une des façons de se représenter un point connexe, c'est de considérer 3 points non connexes, absents d'une certaine façon, hein, globalement connectés. Donc, 3 points non connexes globalement connectés, ça vous donne une structure un peu complexe, mais une structure que vous pouvez voir comme celle d'un unique point. Ce qui veut dire que quand vous considérez, donc c'est celui-là, quand vous considérez les faisceaux là-dessus, tout sera, comme tout est absent, là, ce sera que le singleton partout ici. Et là, il y a un ensemble, grand A, si vous voulez, et ça redonne le topos des ensembles. De la même façon que le vide absolu peut être représenté par des structures finalement complexes, un seul point peut être représenté, vous voyez, dans ce contexte-là, par 3 sites différents, mais qui sont Morita équivalents. Voilà, et donc ça, c'est un aperçu, c'était un moment où je voyais se multiplier toutes ces possibilités et où j'essayais de les organiser. Et ce n'était pas du tout clair pour moi sur comment j'allais pouvoir organiser toutes ces possibilités. Il y a eu l'idée à un moment de les nommer, d'introduire un code, etc. Et voilà, et je m'arrête là-dessus.